Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors vous avez vu, on va parler de ce fameux agenda 2030, celui dont aucun média ne veut parler. Pour eux, ça n'existe pas. C'est du complotisme et ce n'est donc pas la vérité. Vous avez vu, hein, je m'en mêle les pinceaux, vraiment. Voilà, je suis tellement excité parce que aujourd'hui, je reçois Marc-Gabriel Draghi, mon ami Marc-Gabriel Draghi. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu d'ailleurs, et donc du coup là, je suis en surchauffe. Hein. Salut, salut Marc-Gabriel, comment ça va? Bonjour Mike, merci pour ton invitation. C'est un plaisir d'être dans le studio de GPTV. T'as vu, c'est la première fois que tu viens en plus. Ah, c'est la première fois. En plus, je suis bien accompagné, donc je suis ravi. Alors, Marc-Gabriel Draghi, juriste, la grande narration vers la mort des nations. K-Édition, voilà, K-Édition qui prend beaucoup de risques, mine de rien, c'est une belle boîte d'édition. Oui, On peut les saluer. La ligne éditoriale est courageuse. Ouais, mais on peut les saluer parce que c'est pas les autres, quoi. C'est pas les boîtes d'édition de Saint-Germain et de Montparnasse. Non, je les salue et puis je les remercie pour leur confiance. Ouais, ils ont beaucoup confiance d'ailleurs. Je crois qu'ils publient aussi Youssef Indy, oui. Ils publient d'autres, je crois. De Vieux-Joncourt aussi. C'est assez éclectique. Il y a pas mal de thèmes qui sont abordés. Et puis c'est une petite maison d'édition de l'autre côté de la Méditerranée qui permet des fois de passer... En Tunisie. En Tunisie. Alors, on salue le patron, comment il s'appelle déjà? Hicham Kassem. Voilà, Hicham Kassem, salut mon pote. Pas très loin. Et continue à envoyer des bouquins, j'en reçois tout le temps. Mais il y a un lien avec la France, puisque en plus la maison d'édition n'est pas loin du lieu où est mort notre grand roi Saint-Louis. Donc il faut le rappeler. Ouais. À Tunis? À Tunis, oui, Carthage même. Donc, voilà. C'est vrai. En tout cas, merci à toi. J'espère que tu as fait très bon voyage. Et à tes côtés, tu as le souverainiste, le fameux souverainiste, Instagrammeur, YouTubeur, sniper aussi. Il snipe tout le monde. Hein. Dès qu'il regarde Bistro Liberté, non, un petit peu. Il snipe. Un petit peu. Il nous dit des trucs, voilà, il nous fait des têtes au carré et tout, quoi. Il le faut. Personne ne le fait. Pourquoi personne ne le fait? Tiens, on n'est pas un peu hypocrite dans notre petit monde? Bah, je trouve que le YouTube Game, il est très bien, mais plus ça va, plus il prend de l'importance, plus il devient policé, finalement. Comment ça? Bah, tout le monde a pris une certaine importance, et sur certains sujets où il faudrait y aller. Et souvent, toi, dans ton émission, tu pousses les gens à dire les choses, ils n'osent pas, ils ont peur. Moi, je n'ai pas cette peur-là, donc sur ma chaîne, eh bien, je dis tout haut ce que les autres pensent. Parce qu'en privé, oui, parce qu'en privé, quand tu discutes avec un tel et un tel, ils sont beaucoup plus radicaux de ce qu'ils peuvent dire en public. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit un petit peu plus radical dans la com, parce que je pense que l'heure est grave. Ouais, ce qui manque, c'est la radicalité? C'est ce que les gens attendent. Contrairement à ce qu'on pense, les gens, la com, les phrases bien faites, les phrases policées, ils ont l'habitude, ça fait 60 ans qu'on leur sert ça. Ils ont bien vu que ça ne marche pas. Les gens, ils veulent de l'action et des réponses. En tout cas, ça me fait plaisir que tu sois là. Et j'ai voulu aussi ta venue ici sur ce plateau pour une raison simple. C'est que je pense aussi qu'on est trop entre gens des médias, journalistes. On est trop dans un cercle fermé, si je puis dire, quoi. Et donc, des nouvelles têtes, c'est bien. Merci comme à toi. Qui sont pas de Paris rive gauche, qui sont pas des filles sexy. Donc, en tout cas, je te remercie d'être là. Merci à toi. Face à toi, tu as aussi un peu une trouvaille GPTV. C'est Jean-Maxime Corneille, analyste. Il a traduit le fameux Steve Petchnik. De mieux en mieux. Non mais en fait, tu le prononces de mieux en mieux. Je le prononce à la française, si je puis dire. C'est de mieux en mieux. Comme on est en France. J'ai presque plus rien à dire. Parce que tu sais que le CZ, c'est tche en polonais. Oui, c'est ça. Voilà. Steve Petchenik. Mais justement, ça fait quelques temps que je te le disais et que. Oui, mais bon, les gens après comprennent pas, tu vois. Donc c'est bon. Non, je fais pour les gens. Au contraire. Donc comment tu vas, toi? Déjà, ça va toujours très bien par définition. Ouais. Noblesse oblige. Par contre, c'est vraiment intéressant justement de donner la parole à tous et surtout j'en ai parlé dans ma dernière émission GPTV dimanche dernier, sans tomber dans ce piège de l'intelligentsia. Vous savez, il y a ceux qui sont sur les plateaux, il y a des experts, il y a les autres qui ne peuvent pas comprendre. C'est vieux comme Cicéron, le peuple, aussi ignorant qu'on puisse le prétendre, peut toujours comprendre un problème si celui qui l'exprimait
crédible. Et ça, c'est le sujet. Donc je trouve ça intéressant justement d'être dans cet état d'esprit-là, justement, que chacun puisse avoir des choses intelligentes à dire. Voilà, chacun est maître de ce qu'il amène et c'est la synergie qui crée justement le bon contenu. Totalement. En tout cas, merci pour ta venue. Et puis, notre ami, aujourd'hui éditorialiste, Nicolas Stocker, patron d'émission à Radio Courtoisie, je crois le patron, le PDG quasiment même de Radio Courtoisie. Faire des amis encore. Plus rien ne se passe sans lui à Radio Courtoisie. Merci. Merci pour la paix On des te voit ménages. tous les samedis matins de 9h à 10h30 pour le libre journal de géopolitique profonde. Bien nommé. Voilà, et tu fais la revue de presse et plein d'autres choses encore. Des De livres la résistance française Voilà. aussi, et ça c'est tous les mercredis. Il y a un libre journal de résistance française qui est c'est un label Radio Courtoisie. C'était le libre journal de Beketch. Ah oui, le fondateur, le regretté de Là, Beketch. avec Ferret, et puis celui qui, lorsqu'il paraissait le mercredi à 18h, faisait les meilleurs résultats de la bande FM. Il était devant toutes les radios libres pendant plus de 10 ans. Bon, comment tu vas aujourd'hui? Bah moi, en tout Tu cas, chroniques sur quoi déjà? je vais essayer de casser à un moment donné la discussion et j'irai sur un autre sujet. Je vais parler du procès Beltrame. D'accord. Mais sinon, moi, ça me file un coup de vieux quand même, là, parce que les jeunes, en effet, ils sont là. Donc, on était dans l'entre-soi. Bah, la relève est prête, en tout cas. Ah, c'est clair, Qu'ils en effet. qu'ils bossent, mais qu'ils bossent pas. Moi, le conseil que j'ai à leur donner par rapport à ce que tu as dit, Écoutez, c'est- l'ancien là. On écoute, c'est qu'ils ne travaillent pas uniquement plateau, communication, mais qu'ils aillent sur le terrain. Ça, ce travail de terrain, le fait que moi je sois plutôt un activiste aujourd'hui en reconversion dans le journalisme, parce qu'on n'en veut plus des activistes de mon genre, et sinon ils risquent gros. Mais il faut ce côté terrain, c'est pour ne pas vous couper de la réalité du réel, au risque après de dériver vers des espèces de délire qui n'est plus le complotisme, c'est une bonne chose, c'est sain. Je dis toujours le complotisme, c'est la base du journalisme. Il n'y aurait pas eu Watergate. il n'y aurait pas eu le Watergate sans se dire il y a un complot, sans avoir un mauvais esprit, mais au bon sens du mot mauvais esprit. Mais par contre, quand ça devient un délire paranoïaque, ou dès le début, comme je l'ai entendu, et je le redis parce qu'actuellement, il y a, et ça fait chaud au cœur, ces agriculteurs, des gens qui disent tout de suite oh là là, les agriculteurs, c'est un complot du pouvoir. Non, s'il vous plaît. Alors, je vais rebondir sur ce que tu as dit, et on va commencer par l'interview impertinente avec notre ami Marc-Gabriel Draghi. Là, tout ce dont on va parler, c'est dit complotiste, pour le coup. Davos, Great Reset, Agenda 2030, numérisation, voilà, c'est le complotisme. Hein. Enfin, on est en plein dedans, d'après nos médias subventionnés. Le grand récit. On pourrait rajouter l'étape d'après le Great Reset, qui était l'avant-dernier ouvrage de Klaus Schwab, qui est justement le grand récit et la grande narration. Je vais rebondir tout de suite sur ce que vient de dire Nicolas, qui est pour moi fondamental. La grande réinitialisation, c'est en gros le programme politique de l'hyperclasse. C'est-à-dire des gens qui sont au-dessus des dirigeants politiques et qui donnent des consignes, pour faire simple. Mais ce que vient de dire Nicolas, c'est fondamental, puisqu'en réalité, la grande réinitialisation et l'instauration du nouvel ordre mondial, qui est le projet, on va dire, plus large. En fait, la grande réinitialisation, c'est l'instant de la proclamation de la nouvelle société, du monde d'après promis par ces élites. C'est aussi nous imposer un récit qui n'a rien à voir et qui n'est pas ancré dans le réel. Donc, pour tuer la bête, alors je le dis souvent, pour tuer la bête de l'événement, comme l'avait dit notre cher président de la République, il me semble à l'été 2020, c'est justement opérer un retour au réel. Et ce que vient de dire Nicolas Stocker, c'est fondamental, puisque moi aussi, alors on ne s'était pas concerté, mais ça m'a un petit peu choqué, quand j'ai vu certains de nos amis, ou en tout cas des gens qui sont dans notre mouvance, qui ont tout de suite soupçonné des manipulations. Alors les manipulations, elles existent. Comme dans tout mouvement politique, il y a des syndicats, la FNSEA qui a l'oreille du pouvoir et qui demande certaines choses. Personne ici ne peut le nier. Par contre, enterrer d'emblée une révolte de producteurs, parce qu'en fait, je pense qu'il faut aussi donner les termes. Les gens qui sont là actuellement, qui bloquent les autoroutes, les péages, qui sont sur les ronds-points, ce sont des producteurs. Et la grande réinitialisation, c'est aussi la phase d'accomplissement d'un projet de parasite.
Oui, Donc, mais justement, comment expliquer aux gens qui nous regardent, et ils sont nombreux, qui forcément ne savent pas ce que sont ces choses que veulent imposer l'hyperclasse, sachant qu'en plus, la façon dont ils veulent l'imposer, c'est une façon, on va dire, avec une communication positive. oui, Pourquoi enfin, je veux dire, comment leur expliquer qu'en réalité, c'est plutôt l'esclavage qu'ils vont connaître? Là, je vais rebondir sur ce qu'a dit Jean-Maxime. Il faut aussi prendre conscience que, contrairement à ce qu'on nous dit dans les grands médias, ça a été dit par Jean-Maxime, il faut sortir du complexe d'infériorité, du « je ne peux pas comprendre », et il faut se poser des questions. En fait, le complotisme, on l'a vu maintenant, on est décrété complotiste quand on se pose des questions. Alors des fois, on peut se fourvoyer et aller dans des théories absurdes, on est d'accord, et on peut aussi gratter un petit peu pour voir s'il n'y a pas des forces qui sont dans l'obscurité et qui poussent des agendas, on y reviendra, ou un programme politique qui est à l'exact opposé de ce qu'on nous présente avec, on va dire, des éléments de langage positifs, le développement durable, la résilience, le monde d'après, hyper technologique, qui va faire qu'en 2030, on ne possédera plus rien, mais on sera heureux. Voilà. Et ça, je pense que c'est fondamental. Et ce qui a été dit par Nicolas, c'est, je vais le répéter, c'est le lien qu'il faut faire quand on a une analyse politique, c'est toujours le lien au réel. Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux? Mais surtout, quelles conséquences sur notre activité, sur notre vie demain? Et on va le voir, mais en réalité, la grande réinitialisation, par plusieurs concepts qu'elle propose, vise à transformer le monde d'une manière qui n'est pas en lien avec le réel et qui vise in fine à nous esclavagiser, pour reprendre le terme que tu as employé, Mike. Mais justement, ce programme politique, il faut lire entre les lignes pour pouvoir le dénoncer. Oui, mais très bien. Et je le comprends, mais beaucoup de narratifs sont en échec, d'ailleurs. Concrètement, je vais prendre un exemple très concret. J'étais chez mes parents, il n'y a pas très longtemps, parce qu'ils habitent face à Radio Courtoisie, voilà, maintenant les gens connaissent ma vie privée, et ils regardent France 2, le journal de France 2 leur dit « Ah bah tiens, il y aura la monnaie numérique, c'est génial, regardez, vous touchez comme ça avec votre paume, puis vous payez, c'est pratique. » Ils prennent 2-3 témoins, ils disent « Ah oui, en effet, c'est pratique, je paye avec ma paume, j'ai plus besoin d'avoir des pièces, puis je ne peux pas me faire voler, machin. » Et bon, je dis pas que mes parents ont dit ça, mais j'imagine que Madame Michu et Monsieur Michu, derrière la télé, ils disent « Ah ouais, en effet, ah ben c'est pratique cette monnaie numérique, donc je veux ça. » Comment leur expliquer à ces gens-là qu'en fait, cette monnaie numérique, ce n'est pas ce qu'ils pensent, c'est en fait de l'esclavage? Alors déjà, il faut développer un contre-argument. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de la lutte contre le grand récit. Pour faire simple, la grande réinitialisation, elle a été proclamée en janvier 2020 à l'occasion du Forum économique mondial de Davos qui se déroule chaque mi-janvier, chaque année, mi-janvier à Davos. Pendant 1 an, voire 2 ans, 2020-2021, il y a eu des événements de sidération qui ont domestiqué la population. C'est en gros, tout le monde le sait, la crise sanitaire avec le Covid, puis ensuite l'instauration du vaccin et des passes qui étaient en réalité des modes de contrôle de la population. Justement, le fait d'avoir communiqué et d'avoir décrypté la proclamation de la grande réinitialisation, ça n'était pas prévu par l'hyperclasse. Le livre de Schwab, qui a connu un grand succès dans nos milieux, n'avait pas vocation à dépasser le microcosme davosien, ou en tout cas les grandes élites politiques. Je rappelle que le livre le plus important de Klaus Schwab, ce n'est pas le Great Reset, c'est la 4e révolution industrielle, qui est en fait le programme politique véritable du monde d'après, et qui est sorti, il me semble, en 2016. En réalité, à l'occasion de la grande réinitialisation, il y a eu aussi une émergence d'une contre-information qui a été très très efficace. La grande réinitialisation se passe à travers diverses étapes. Il y a plusieurs agendas qui la composent. En introduction, tu as cité l'agenda vert, on peut parler de l'agenda woke, l'agenda migratoire, l'agenda transhumaniste, avec la révolution technologique, l'intelligence artificielle, voilà. Mais il y a aussi des étapes de sidération qui visent à accélérer les agendas et imposer des mesures politiques. La première étape, on l'a tous vécu, c'était l'étape 1, l'étape sanitaire.
il faut aussi être objectif. L'étape sanitaire a partiellement échoué. C'est-à-dire, elle a réussi dans la mesure où 70% de la population a été injectée avec une injection qui était expérimentale, ça d'accord, mais le narratif s'est effondré à l'occasion de l'été 2022. Comment ça, il s'est effondré ? C'est-à-dire quoi ? Attends, parce qu'ils ont quand même été très efficaces pour le coup. Ils ont été très efficaces, mais il avait vocation à perdurer. En réalité, l'histoire des masques, l'histoire de quand vous mangez un sandwich... C'est-à-dire qu'on aurait dû toujours avoir ce masque. On aurait dû, à chaque hiver, continuer les perpétuels discours de Jean Castex qui vous explique que quand vous prenez le train, il faut vous masquer, puis si vous allez dans le couloir... Enfin bon, bref. On aurait dû, en fait, déjà, le pass sanitaire avait vocation à rester. Il a échoué. Il est mort, je vous le rappelle, le 31 juillet, de mémoire, vous me corrigerez le 31 juillet 2022. Et en fait, l'été 2022, souvenez-vous des déclarations du président de la République, qui est le Young Global Leader chimiquement pur du Forum économique mondial de Davos, et qui est d'ailleurs l'un des seuls à être resté en place. Il n'y a que Justin Trudeau qui est encore en place comme chef d'État. Donc, l'été 2022 devait être la grande bascule. La grande bascule n'a pas eu lieu. À cause de l'échec du narratif de la Grande Guerre. Le début du conflit russo-ukrainien, il s'attendait à ce que les masses courent de la même manière ou gesticulent de la même manière que lors de l'épisode de la crise sanitaire. En réalité, ça a pris un petit peu les premières semaines. Certains voulaient accueillir des Ukrainiennes, comme je dis souvent. C'était sympathique. Et quand on a vu que il n'y avait pas tant d'Ukrainiennes qui se pressaient au portillon, le narratif s'est vite désagrégé. À l'été 2022, et je le dis parce que moi je fais moi-même un mea culpa, je pensais qu'on allait être dans des années où il y allait avoir des événements de sidération presque tous les ans, et en réalité il y a eu un effondrement. Et d'ailleurs c'est pour ça que Schwab en a pris conscience et qu'il a sorti son dernier livre, Le Grand Récit. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'en réalité, contrairement à ce que beaucoup de nos amis pensent, le système n'est pas si fort que ça en fait ? Le système n'est pas si fort que ça, c'est exactement ça. Le système veut nous faire croire qu'il est omnipotent, inattaquable, c'est-à-dire quoi qu'on fasse, on n'arrivera pas à l'atteindre, ce qui est totalement faux. Là, le travail... Il y a quand même de l'espoir du coup. Mais évidemment qu'il y a de l'espoir. Le travail qu'a fait Géopolitique Profonde, Radio Courtoisie et tous les médias alternatifs a porté ses fruits. Je vais donner un exemple clair et je vais faire le lien avec l'épisode des agriculteurs. En réalité, on aurait dû avoir la vaccination obligatoire au mois de décembre 2021. Sauf que les manifestations anti-pass et la vaccination des enfants, ce qui allait découler après de la vaccination obligatoire pour tout le monde, les services de renseignement ont fait monter des rapports et ont dit, en vrai, il y a presque 30 à 40% de la population qui n'était pas vaccinée, même ceux qui avaient des passes, on se doutait, en plus, en premier lieu, les politiques. Et à ce moment-là, il y a eu des remontées de rapports qui ont dit qu'il va y avoir une révolte. C'est-à-dire il y a des gens, on va brûler des centres de vaccination, il va y avoir des gens qui vont brûler des centres de vaccination, ça va chauffer dur. Et n'oubliez pas, il y avait une réélection envisagée du chef de l'État en mois d'avril-mai 2022. Donc dans le narratif, on ne pouvait pas faire en sorte qu'il y ait des prémices de guerre civile et puis dire après Emmanuel Macron est réélu haut la main. Donc on n'a pas eu la vaccination obligatoire aussi parce qu'il y a eu une contre-information efficace de la part des médias alternatifs. Pour faire le lien avec ce que dit Nicolas, le mouvement des agriculteurs en colère, alors contrairement à ce qui est dit, évidemment, il y a des syndicats qui manipulent, mais il y a aussi des remontées Moi, c'est ce que j'ai regardé tout de suite. Alors, comment on regarde ? Moi, déjà, j'ai des contacts qui me donnent des informations. Je n'en dirai pas plus, la DGSI va déjà avoir peur, mais c'est surtout qu'il y a des rapports des services de renseignement qui ont dit tout de suite sur les agriculteurs en colère, attention, la grande masse des agriculteurs ne sont pas syndiqués. Ce qui veut dire que les masses sont quand même moins contrôlables. C'est-à-dire, là, quand on leur dit arrêtez de bloquer Rungis ou attendez, on va temporiser, puis en fait, on va discuter avec les membres du gouvernement, là, il y a clairement des services de renseignement qui disent attention, il y a des gens, on ne pourra peut-être pas les manipuler si facilement que ça. On le voit, on a reçu ce jeudi des amis agriculteurs et ils nous l'ont dit, ils étaient 7-8 en plateau, ils nous ont dit... Écoutez les gars, nous, on ne fait pas confiance à la FNSEA. Ça veut dire que les gens ouvrent les yeux. Mais évidemment, et c'est pour ça que... Alors, pour répondre à ta question qui a pris le cas précis de l'euro numérique. L'euro numérique, j'étais le premier sur les antennes de Géopolitique Profonde, où on va toujours en parler.
l'euro numérique a pris un retard considérable. La phase de pilotage devait être lancée fin 2023. Il y a eu un cafouillage technique, notamment la présentation du rapport réglementaire qui visait à encadrer l'euro numérique en termes réglementaires et légaux, qui devait être adopté par le Parlement européen à la fin juin 2023. Déjà, il a été retiré. C'est-à-dire, il y a eu des pressions pour qu'il soit retiré parce qu'en fait, il était mal fait. Il ne faut pas oublier aussi que de l'autre côté, il y a aussi des exécutants qui sont médiocres. Alors, tiens, heureusement que tu parles de l'euro numérique parce que je voudrais que tu expliques bien la réalité de cette monnaie. Parce que pour les gens... Plus de la monnaie. Oui, non, mais justement, pour les gens, l'euro numérique, ce n'est pas quelque chose qui est créé par une banque centrale. C'est en réalité, au lieu d'avoir des espèces, on a... la monnaie électronique, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'est la réalité de la monnaie numérique? Alors, la monnaie numérique de banque centrale, c'est en fait un ticket de rationnement. C'est un ticket de rationnement 2.0. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec la monnaie scripturale. Quand vous utilisez votre carte bancaire et que vous payez avec le sans contact pour aller à la boulangerie, ce qui est inadmissible. Et pour les gens, c'est ça la monnaie numérique. Oui, la monnaie numérique, ça n'a rien à voir. C'est en réalité une monnaie qui est adossée à une technologie qui s'appelle la blockchain et qui vise à la tokenisation du système financier intégral, qui est portée par la Banque des règlements internationaux, qui est la banque centrale des banques centrales et qui en fait coordonne au niveau mondial la nouvelle instauration de ce système financier. L'euro numérique, pour faire clair, c'est une monnaie numérique programmable. Comme l'a dit Fabio Panetta et ensuite Christine Lagarde, c'est une monnaie numérique qui permettra d'instaurer des paiements conditionnels, c'est-à-dire l'agriculteur, on pourra allouer une fonction à la somme d'argent qu'il veut mettre pour le carburant, pour l'alimentation. Et alors bien sûr, ils ne le vendent pas comme ça, mais ça, c'est déjà indiqué. Quand vous regardez les rapports de la Banque Centrale Européenne, notamment les déclarations de Fabio Panetta, qui a été le technicien, parce que Christine Lagarde est très critiquée en interne, il explique bien que c'est une monnaie numérique programmable. C'est-à-dire, on change, et en gros, pour que les gens comprennent bien, je vais les renvoyer à un article, c'est l'article de Laurence Lessig, qui est un ancien universitaire d'Harvard, et qui écrivait dès l'année 2000 que ce qui arrive avec les développements de la cryptographie, c'est en réalité code is law. C'est-à-dire le code va progressivement remplacer la loi. C'est-à-dire que dans les faits, c'est une forme de tutelle. C'est un esclavage numérique intégral. Michel Bowens, qui est un philosophe, un cyberphilosophe qui se décrit comme ça, explique que c'est un outil technocratique totalitaire. Je renvoie à ces articles et à ces déclarations. Et en réalité, la blockchain, la blockchain, c'est une infrastructure, c'est une base de données qui vise à sécuriser une donnée critique. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est l'invention de la chaîne de blocs, c'est ce qu'il y a derrière le Bitcoin. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail sur le Bitcoin, parce que vous savez que je suis opposé au Bitcoin. Enfin, la plupart des gens qui suivent, je suis opposé au Bitcoin. Heureusement que tu n'es pas là lundi, parce qu'il y en a un, c'est un amoureux du Bitcoin, il s'appelle Philippe Perlin. Je sais. Mais en fait, le Bitcoin, il sert le narratif monnaie numérique de banque centrale dans le sens où... Lui parle de... Non, lui dit que le Bitcoin, justement, c'est la liberté face aux banques centrales. Oui, mais en fait, le Bitcoin, déjà, c'est un système de paiement révolutionnaire, mais ce n'est pas du tout une révolution monétaire. Ça, on est passé de 2011 à l'invention du Bitcoin ou la découverte du Bitcoin, parce que c'est 2009 l'invention du Bitcoin. Le Bitcoin va détruire les banques centrales à, s'il vous plaît, maintenant, BlackRock, achetez du Bitcoin. Donc vous voyez qu'il y a eu un glissement au bout de 13 ans. Et bon, après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, la technologie blockchain qui est reprise par les monnaies numériques de banque centrale, c'est en réalité une technologie d'asservissement qui fait qu'il n'y aura aucun débat démocratique. C'est clairement une technologie qui s'imposera aux populations. Et c'est pour ça qu'il faut se battre vivement, mais on le voit déjà, le narratif, Christine Lagarde a été piégée par des hackers russes, ça a fortement fait régresser le narratif sur l'adoption des CBDC, parce que la bonne vieille Christine n'est pas très compétente, même sur la communication, elle est maladroite. Et donc, en fait, là, l'euro numérique a pris du retard. Par contre, ce qui ne veut pas dire que déjà, l'yuan numérique existe déjà. En Angleterre, la première banque centrale au monde à avoir opéré un paiement de fonds de banque centrale, c'est-à-dire de monnaie de banque centrale, c'est la Banque d'Angleterre qui est toujours pionnière dans les innovations et ça a été acté le 15 décembre 2023. Donc vous voyez, et on pense que Rishi Sunak, qui va bientôt être poussé vers la sortie, l'ancien de Goldman Sachs, pourrait imposer
une instauration de banque centrale aux Anglais. Donc vous voyez, le Brexit, je critique pas du tout le Brexit, mais fondamentalement, quand les grands enjeux ne sont pas remis en cause, les peuples ne sont pas forcément libres. Et ça, c'est fondamental. La monnaie numérique de banque centrale, déjà, on peut la combattre en expliquant ce que c'est, mais surtout en utilisant du cash et des espèces. Parce que le premier ennemi, même de la monnaie électronique, c'est les espèces. Alors évidemment, il y a les déclarations défensives de Christine Lagarde qui dit que l'euro numérique, ce sera un cash plus, c'est-à-dire, comme le disent aussi les Américains, ce sera des espèces en complément. Pour être très trivial, et je veux du concret. En fait, voilà, je veux du concret. Je veux que Madame Durand et Monsieur Dupont qui nous regardent comprennent vraiment, parce que là, on théorise, on est des théoriciens, très bien. Et d'ailleurs, tu es un excellent théoricien, et bravo. Mais je veux que Madame Durand et Monsieur Dupont comprennent de manière triviale le changement dans leur vie avec l'identité numérique et l'euro numérique. C'est une traçabilité totale. C'est-à-dire, vous aurez un compte. Alors, il y a des discussions, parce qu'en fait, là, justement, j'ai dit que l'agenda CBDC en Europe était en crise, puisque les grandes banques commerciales qui, vous le savez, créent entre 80 et 90% de la masse monétaire, ont rejeté le projet en l'état d'euro numérique, puisqu'elles se sont trouvées flouées par rapport aux dispositions et par rapport à la vocation qu'elles avaient, à leurs compétences futures. Donc elles ont retoqué le projet, considérant qu'une partie de leur activité allait être liquidée. Donc là, l'agenda, il a pris énormément de retard, puisque là, la Banque Centrale Européenne doit retravailler le fonds technique. Pour que les gens comprennent, c'est de manière très simple. Ça avait été dit qu'au début, ce serait limité à 3 000 €. C'est un chiffre peut-être que vous avez entendu. À 3 000 €, on limiterait le dépôt sur le wallet ou la valette, je ne sais pas comment on dit. Wallet. La wallet, pardon. Avec les termes anglais ignobles. Le portefeuille numérique. En fait, chacun d'entre nous aura un portefeuille qui sera ouvert dans la Banque Centrale Européenne, chez la Banque Centrale Européenne, et vous aurez une somme qui sera, alors au départ ça peut être 3 000 €. Par contre, cette somme, le politique, déjà il n'y aura pas d'anonymat, par exemple. On dit, alors ça a été aussi un terme qui a été utilisé, ce sera un anonymat contrôlable, c'est-à-dire quand vous irez chez la boulangère, elle ne pourra pas savoir combien vous gagnez sur votre compte en banque. Par contre, à un niveau, par exemple les impôts, l'URSSAF, a priori, eux, ils auront accès à la chaîne de blocs, donc de voir à qui appartient le compte, quelles sont les transactions, à qui vous avez versé tel argent. Donc en fait, c'est une traçabilité totale, comme le Bitcoin d'ailleurs. C'est-à-dire que ça va permettre à l'État de multiplier, on va dire, les contrôles fiscaux. Oui, et en plus, c'est un outil qui permet d'instaurer un contrôle a priori. C'est-à-dire, il n'y a plus besoin de dire si vous ne payez pas vos impôts, vous avez un redressement. Non. Là, vous avez une somme qui est allouée à une chose. Donc, si, avec les contrats intelligents, si vous ne procédez pas, vous ne pourrez pas le faire en fait. Si par exemple on vous dit vous avez 200 € qui est réservé pour payer du bois ou mettre de l'essence ou du fioul, vous voulez acheter des bonbons à vos enfants, Crédit. vous ne pourrez pas le faire. Ou prendre un billet de train pour aller manifester contre le nouveau Premier ministre, ce ne sera pas possible. Puisqu'en réalité, ce sera un paiement qui sera conditionné. Donc on pourra contrôler tout ce que vous faites. Là, ce n'est pas du fantasme. Pour revenir un peu à ce que disait Nicolas, on pourrait partir dans des délires. Non, ça existe déjà maintenant. Ça s'appelle le crédit social en Chine. En Chine, le yuan numérique concerne actuellement 300 à 400 millions d'individus en Chine. Par l'intermédiaire d'un système, alors on va voir, il y a un corollaire, on reviendra peut-être après sur le corollaire qui a échoué et qui met du temps à être imposé, c'est l'identité numérique. En Chine, il y a déjà des gens qui ont ce système avec des points et qui ne peuvent pas prendre le train s'ils ont critiqué le pouvoir sur Facebook ou qui ont uriné sur le trottoir, donc ils ont pris une amende. Ce sera un monde à la chinoise. Merci beaucoup, cher Marc Gabriel. Je fais des plannings, mais en fin de compte, moi je respecte pas les plannings et je m'en fous. Donc je vais commencer tout de suite le débat et c'est comme ça, voilà, et je balance le générique. Envie de liberté? Dépêchez-vous, car il vous reste moins de 5 ans. Vous ne me croyez pas? Je préférerais aussi, mais... Dans 5 ans arrive l'euro numérique. Et avec lui, la liberté, l'épargne et la consommation ne seront plus jamais comme avant.
C'est-à-dire que vous n'aurez plus rien, mais que vous serez heureux. Merci bien. Chez GP, on travaille tous dur pour informer le public de ces plans, mais on travaille encore plus dur pour lutter contre ces plans. Et notre outil de lutte numéro 1, c'est notre magazine La Lettre Confidentielle. Dedans, on détaille nos analyses macroéconomiques et on expose nos solutions financières. Et pour beaucoup d'abonnés à cette revue, le changement dans leur vie a été sans équivoque. Alors envie de tourner la page? C'est juste sous la vidéo.